Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion du Conseil des ministres ce dimanche, présidée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, consacrée entre autres au suivi de la situation et aux prévisions de production des céréales et à l'adoption de l'accord relatif à l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires en France. Dans l'actualité également, les aveux exclusifs livrés par les terroristes qui ont été capturés lors de l'opération de ratissage qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire à Skikda le 16 mars dernier. L'actualité nationale, c'est aussi le retour en classe des écoliers des 3 cycles après les vacances de printemps. Après 2 années de pandémie et de restrictions sanitaires, voilà que le premier vol à destination de la Mecque prend le départ. À son bord, plus de 240 pèlerins. La mosquée de Kichawa, véritable joyau architectural construite en 1436, cette mosquée a connu plusieurs restaurations qui ont préservé son style architectural originel. Un reportage à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi de la situation et aux prévisions de production des céréales, la mise en œuvre du programme complémentaire au profit de la wilaya de Khanchla et au taux de suivi du projet de phosphate. Il s'agit aussi de l'adoption d'accords relatifs à l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires en France, en sus d'un projet de loi relatif aux relations de travail. Suite aux aveux exclusifs livrés par les terroristes qui ont été capturés lors de l'opération de ratissage qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la forêt de Ouaddour, près de la commune de Bnizid, daïra de Kolo, wilaya de Skikda. Le 16 mars 2022, les terroristes capturés, Djilali Abdelkader Di Moussa et Zerrouk Belkacem Di Abou Anas, livrent leurs aveux sur leurs activités criminelles depuis leur ralliement au groupe terroriste. On écoute un extrait de ces aveux. موسى تعاقدت بالجماعة الإرهابية سنة 2015. مدينة أبو نبري التقيت مجموعة واحدة أخرى تاع الإرهاب. أسرى ثم التسلسل تاع التسليح تاعي. أولا فيها قنبلة ومن بعد عطاوني محشوشة. بعدك عطاوني بومب هذه المضخة ومن بعدك دخلت لواد الحمام ديال سيمينو. بعد من واد الحمام جيب معايا السيمينو هذو حتى قبل ما نروحوا لللس. زروق بالقاسم المكنى أبو أنس استهدفنا هذا أفراد الشركة كانوا يحرسوا شركة أمنية تاع الكهرباء. أما كي كنت في بابور كانوا درنا بعض التفجيرات. كي صرا لي اشتباك وبدا الرصاص أنا شفت كاين راهم طايحين من الأفراد تاعنا. Et vous suivrez à la fin du journal l'enregistrement complet des aveux. L'actualité nationale, c'est aussi le retour des écoliers des 3 cycles en classe après des vacances de printemps qui auront duré 9 jours au lieu de 15 dans l'objectif de terminer le programme scolaire du 3e trimestre. Je vous disais en titre, après 2 années de pandémie et de restrictions sanitaires, voilà que le premier vol à destination de la Mecque prend le départ. À son bord, plus de 240 pèlerins, et ce, après la décision du président de la République de reprendre les vols vers les lieux saints de l'islam. Malek Darahmoun, Malika Blel. Saïda et Nadia vont enfin pouvoir accomplir le rituel de la Umrah, un rêve devenu réalité après plus de 2 ans d'attente à cause de la pandémie de Covid-19 qui a affecté plusieurs secteurs, dont le transport aérien. Ma joie est indescriptible. Cela fait 20 mois que nous attendons ce moment. Je me suis inscrite en mars 2020 et juste après, il y a eu la fermeture des frontières.
Se rendre au lieu saint de l'islam, c'est le rêve de tout musulman, surtout durant le mois de Ramadan. Je suis très heureuse et impatiente d'arriver sur les lieux. En effet, après une suspension de plusieurs mois, plus de 250 pèlerins inscrits au niveau des différentes agences touristiques ont pris le premier vol vers les lieux saints de l'islam. Et cela après la décision du président de la République de reprendre les réservations pour la nouvelle saison de la Umrah. Nous venons de la wilaya de Batna. Nous sommes ici pour accompagner nos pèlerins vers les lieux saints dans de bonnes conditions. Je viens de Mostaganem, l'accueil est à la hauteur et nous sommes très heureux de pouvoir enfin accomplir la Umrah. D'autres vols vers la Mecque seront programmés prochainement afin de permettre aux fidèles d'accomplir les rites de la Umrah. Le mois de Ramadan, mois de piété et de recueillement, est malheureusement devenu synonyme de gaspillage. Les agences de collecte des déchets parlent de grandes quantités collectées, notamment pour le pain. Une quantité habituellement consommée en un mois a été retrouvée dans la poubelle durant les 10 premiers jours. Nesrine Ben Saidi. De la baguette ordinaire à celle aux graines de nigel, durant le mois de Ramadan, les boulangeries ne manquent pas l'occasion d'étaler différentes sortes de pain pour attirer les plus gourmands. Mais si Ramadan rime avec gourmandise, il rime aussi avec gaspillage, notamment du pain qui est en tête des produits retrouvés dans les ordures. Vous voyez cette quantité de pain, on vient de la collecter seulement durant 1h30 de travail. À la fin de la journée, cette quantité va tripler, voire même quadrupler. Il nous arrive même de trouver du pain frais dans les poubelles. Les Algériens consomment beaucoup de pain qui finit dans les poubelles. Il faut acheter ce dont on a besoin, c'est-à-dire 2 ou 3 pains par jour pour éviter d'en jeter. Et s'il m'en reste, je peux le recycler. Durant les 10 premiers jours du mois sacré, ce centre de gestion des déchets a enregistré l'équivalent d'un mois de pain gaspillé. Un phénomène qui reflète l'ampleur de la situation. Nous avons enregistré de quantité de pain jeté en seulement une semaine. C'est plus que le double de ce que nous collectons en un mois. C'est très grave. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées appelant les consommateurs à la rationalisation de la consommation du pain. Le pain jeté dans la nature a des effets néfastes sur l'environnement. Il cause aussi d'importantes pertes pour l'État. Ajouté à cela, notre religion ne tolère pas le gaspillage. Nous appelons les citoyens à faire preuve de civisme. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les Algériens continuent de gaspiller et de jeter le pain dans les ordures. Au cours de l'année précédente, plus de 50 millions de baguettes de pain ont été retrouvées dans les poubelles uniquement durant les 20 premiers jours de Ramadan. Direction Blida, les prix des produits maraîchers continuent de grimper. Certains produits agricoles coûtent jusqu'à 2 fois plus cher. Dans les marchés de détail, les consommateurs tirent la sonnette d'alarme. Walid Yousfi. C'est dans ce marché de Bougara, près de Blida, que les commerçants viennent s'approvisionner quotidiennement en fruits et légumes frais. La pomme de terre se vend entre 97 et 98 dinars. Il y a 3 qualités de courgettes. La première coûte 85 dinars, une autre à 75 dinars et la dernière à 65 dinars. La carotte est à 35 dinars et la betterave à 60. Des prix qui augmentent parfois de 100% au détail. Exemple ici, dans ce marché couvert de Vladiaïch. La courgette est à 140 dinars alors qu'elle coûtait 200 dinars. Idem pour la carotte, son prix est passé de 100 dinars à 60-70 dinars. En ce qui concerne la betterave, son prix est toujours à 140 dinars. Ça fait longtemps qu'elle coûte aussi cher. Les consommateurs sont quant à eux les premiers touchés par cette hausse des prix. J'achète toujours entre 2 kg et 3 kg. J'espère que les prix vont baisser. C'est trop cher. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Le consommateur non plus. Sa bourse se trouve lourdement impactée par la flambée des prix. J'espère que les autorités interviendront rapidement pour mettre le haut à cette situation intenable. Importé de Chine, le fruit du dragon est cultivé en Algérie depuis 3 ans.
riche en vitamine C, fer. Et les bananes, c'est l'un des fruits les plus chers au monde qui est cultivé dans une exploitation agricole à Skikda. Une expérience réussie qui a donné des résultats satisfaisants. Amélie Siridir. Le fruit du dragon cultivé en Algérie. Une première expérience réussie lancée au niveau de cette exploitation agricole à Skikda. Plus de 2 hectares sont dédiés à la culture de ce fruit exotique. Ce sont les Chinois qui nous ont appris les techniques de la culture de ce fruit. Nous avons commencé avec une serre. Aujourd'hui, nous sommes à 35 serres. Nous sommes à la 3e année de production. On récolte entre 1500 et 2000 kg par serre. Un partenariat algéro-chinois couronné de succès grâce notamment à la bonne volonté de ces investisseurs qui veillent au grain pour le développement de cette culture. Notre but, qu'on travaille ici sur le fruit de dragon, d'abord on veut faire bien sûr bien développer notre projet et faire l'extension avec une grande surface pour ça. Et deuxièmement, c'est pour présenter notre fruit pour toutes les familles en Algérie. Nous avons entamé la commercialisation de ce fruit à Alger. Nous envisageons également de passer à l'exportation. C'est l'un des fruits les plus chers au monde. Le fruit du dragon ou le pitaya, un fruit tropical riche en antioxydants. Il a des vertus anti-inflammatoires et protège contre les maladies cardiaques, le diabète et l'arthrose. L'actualité à l'étranger, d'abord les présidentielles en France. Près de 48,7 millions d'électeurs français ont commencé ce matin à voter au premier tour de cette élection pour départager les 12 candidats. L'Élysée, donc, sortant Emmanuel Macron, un des favoris des sondages. Le point avec Abdelmajid Banqassi. Près de 48,6 millions d'électeurs français appelés à voter au premier tour de l'élection présidentielle pour départager les 12 candidats à l'Élysée, dont le président sortant Emmanuel Macron, un des favoris des sondages. Après des mois d'une campagne qui n'aura pas passionné, une campagne dont les grands enjeux, en particulier le dérèglement climatique, ont été absents. Le pouvoir d'achat, en revanche, avec la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques, s'est inscrit comme la principale préoccupation des électeurs français. Dans ce contexte, Marine Le Pen, candidate de l'extrême droite, a depuis le début axé sa campagne sur le pouvoir d'achat. De même que Jean-Luc Mélenchon, représentant de la France insoumise, appelle les électeurs de gauche au vote utile en sa faveur. Le sortant centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen sont comme il y a 5 ans les favoris pour se qualifier pour le second tour du 24 avril prochain, avec l'insoumis Jean-Luc Mélenchon en embuscade dans le rôle du troisième homme. Les dernières enquêtes publiées dans la semaine promettaient entre 25 et 28% des voix à Macron, 21,5 à 24% à Le Pen et de 16 à 18% à Mélenchon. Cependant, une présidentielle marquée cette année par l'ombre de l'abstention qui plane sur ce scrutin. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002, 28,4%, le plus haut niveau jamais enregistré pour un premier tour d'une élection présidentielle, puisse être battu, soit bien plus qu'en 2017, 22,2%. Le verdict des urnes est attendu vers 20 h ce soir, avec les premières estimations des instituts de sondage. Les prix mondiaux des produits alimentaires ont atteint en mars leur plus haut niveau jamais enregistré en raison du conflit en Ukraine qui a provoqué des chocs dans les marchés des céréales de base et des huiles végétales, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En France, les prix des produits de large consommation ont atteint des niveaux records et l'inflation est au plus haut depuis 2008. La correspondance de Raphaël Blouchette. Depuis un mois, le prix du gasoil a atteint des tarifs historiques jamais vus en France. Même s'il a chuté de 22 centimes la semaine dernière, la barre symbolique de 2 € franchie depuis des semaines demeure. Elle
D'ailleurs, à l'origine du blocage des dépôts de Brest et de Lorient par les agriculteurs, les travailleurs du BTP et les pêcheurs il y a 3 semaines. Les pétroliers font des stocks et achètent sans délai. Mais pour ça, il faut de la trésorerie et c'est nous, les consommateurs, qui la finançons. Mais en ce début de mois d'avril, une autre inquiétude est relayée dans la presse française. Depuis plusieurs jours, il est très difficile de trouver de l'huile de tournesol à la vente. Et c'est le cas dans de nombreuses villes françaises. Comme ici à Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise ou encore à Saint-Denis et au Lilas en Seine-Saint-Denis. Si la grande distribution assure avoir des stocks suffisants, les rayons de l'huile de tournesol se vident à vue d'œil et les affiches de demande de rationnement d'achat se multiplient sur les façades. Une pénurie qui a obligé même certaines marques d'agroalimentaire à changer les recettes de leurs produits en éliminant de l'huile de tournesol. Vu qu'on est dans la restauration, quasiment toutes nos préparations se font avec de l'huile. En stock, on n'a plus rien. Les huiles, mais aussi la farine et les pâtes qui ont vu leur nombre d'incidents de rupture en grande distribution croître, de respectivement 37% pour l'huile et 26% pour la farine, ainsi que 21% pour les pâtes alimentaires, d'après l'agence France Presse. Si le degré de la pénurie varie, la hausse des prix, elle, a atteint un record de 4,5% en un an d'après l'INSEE, institut référence en France, avec un impact perceptible sur le consommateur. Que mon pouvoir d'achat a augmenté, pas du tout, non. Non, je pense pas. Je pense que mon pouvoir d'achat a nettement diminué. Pas du pouvoir d'achat, non. Non, mon pouvoir d'achat ne monte pas. Je veux dire par rapport à l'avant-Covid, ouais, c'est beaucoup plus cher. Je pense que là où je payais 40 € avant, j'en paye 50 facile. En France, les prix à la consommation ont augmenté en février de 3,6% sur 12 mois glissants et l'Association nationale de l'industrie alimentaire confirme la poursuite de cette hausse. Elle serait variable selon les produits, pouvant aller de 1 à 30%. Même constat pour les prix de l'immobilier. Moi, je vois chez moi, j'habite en banlieue, pas loin de Versailles, et ça a augmenté encore. C'est 7 000 € le mètre carré, et avant c'était dans les 5 000, 6 000, hein. Et là on arrive à 7 000. Et une hausse de 5% au niveau national français est à prévoir dans ce secteur, d'après le groupe bancaire BPCE. Il faut déjà compter plus de 10 000 € en moyenne pour le mètre carré dans la capitale française. Le groupe de la gauche au Parlement européen a réaffirmé que la solution au conflit au Sahara occidental résidait dans le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, appelant le chef du gouvernement espagnol à réaligner sa position en fonction des résolutions de l'ONU. Dans ce sens, la gauche a dans sa déclaration exprimé sa solidarité avec le peuple sahraoui et son représentant légitime, le Front Polisario. Le groupe parlementaire a déclaré que le harcèlement et les violations subies par les militants sahraouis dans les territoires occupés doivent cesser immédiatement et être condamnés par l'Union européenne, citant le cas de Sultana Khaya et sa famille. La gauche a exigé que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dénie au Maroc toute propriété sur les ressources naturelles du Sahara occidental, soit respecté. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les positions des forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier samedi de nouvelles attaques contre les positions et retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Smara et Haouza. Vendredi, les forces sahraouis ont mené des bombardements intenses contre les forces d'occupation marocaines au secteur de Mahbes et Doum Adrika. Une Palestinienne a été tuée ce matin par des soldats de l'entité sioniste dans le sud de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Par ailleurs, l'armée israélienne a mené aujourd'hui une nouvelle opération militaire dans le secteur de Jenin. Le ministère palestinien de la Santé a fait état de 10 blessés palestiniens, dont 3 à Jenin et 4 à Tulkaram. Et le club des prisonniers palestiniens a recensé 4 arrestations par les forces israélienne. L'armée et la police des frontières et l'entité sioniste avaient mené hier un raid dans le camp de réfugiés de Jenin qui jouxte la ville du même nom, donnant lieu à d'intenses échanges de tirs fatals à un Palestinien de 25 ans. Et afin de resserrer l'étau sur le secteur de Jenin, l'entité sioniste a fermé les points de passage et limité les entrées et sorties de la ville en multipliant les contrôles de sécurité sur place. Retour en Algérie, la mosquée de Ketchaoua est
est l'un des plus beaux joyaux architecturaux d'Alger, construite en 1436. Cette mosquée a connu plusieurs restaurations qui ont sauvegardé son magnifique cachet architectural. Elle est classée avec l'ensemble de la Casbah au patrimoine mondial par l'UNESCO. Sophia Chouban. Nichée dans la basse Casbah, la mosquée de Ketchaoua est une merveille architecturale d'un style très original. Elle est visible par son double minaret, ses arcades et une immense coupole centrale qui la rend singulière dans la cité. En visitant l'édifice, on y trouve une salle de prière de 11 mètres de côté, entourée de plusieurs galeries. Bachat, qui a été Bey d'Alger, est le deuxième constructeur de la mosquée Ketchaoua, une époque faste qui a incité le Dey à faire de ce monument islamique l'une des plus belles mosquées d'El Jazaïr. Quant au mot Ketchaoua, il signifie en dialecte arabe Houmet Rahbat al-Maïs ou plein des chèvres. L'histoire de Ketchaoua se confond du temps de la présence turque en passant par la période coloniale jusqu'à l'indépendance, soit de 1436, date de sa première construction jusqu'à son ouverture solennelle le 2 novembre 1962. Celui qui a évoqué la splendeur de cette mosquée, c'est bien le grand voyageur érudit Aboul Qasim Aziani. Dans son témoignage écrit dans le livre Les grandes traductions, il a cité Hassan Bacha, qui a mis tous les moyens, humains et matériels, pour l'édification du bâti de la mosquée. Et ce, en faisant appel à une élite d'artisans, d'architectes, d'ingénieurs, de décorateurs et autres. Ayant subi plusieurs rénovations par de nombreuses opérations, la mosquée Ketchaoua a acquis ses lettres de noblesse jusqu'à sa dernière restauration en 2018. La mosquée Ketchaoua a été construite en 1612 à l'époque ottomane. Et puis il y a eu des travaux de modification, travaux d'élargissement dans différentes époques. Et après, à l'époque française, comme vous savez, la mosquée a été transformée en une cathédrale. D'abord un dépôt, une zone militaire, un espace militaire, et puis transformée en une cathédrale. Et avec l'indépendance de l'Algérie, la cathédrale a transformé, la mosquée a retrouvé sa fonction, première fonction. Faisant objet de travaux de recherche d'éminents universitaires, historiens et spécialistes du patrimoine du vieil Alger, Ketchaoua est une référence cultuelle et culturelle du patrimoine archéologique. Football pour terminer, la sélection algérienne A' de football livrera ce soir à 22h au stade Mustapha Tchaker de Blida son second match amical de préparation face à la sélection togolaise A' avec l'objectif de peaufiner la cohésion du groupe dans l'optique du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux 2023 prévu en Algérie du 8 au 31 janvier. Et vous pourrez suivre le match en direct sur la 6e chaîne de la télévision publique. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.